Bonjour, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la correction d'un exercice de baccalauréat qui porte sur les suites numériques. Cet exercice, c'est celui qui a été donné en Amérique du Nord en mai 2021 et c'est plus exactement l'exercice numéro 2. On va avoir une suite qui va être définie par récurrence et on va faire tout un tas de choses dessus. On va revoir le raisonnement par récurrence, on va voir comment trouver la limite pour une suite qui est définie par récurrence. On va aussi revoir un algorithme exprimé en langage Python. Voilà, en fin d'exercice. Très beau programme, on se lance dans la correction. Alors, on nous dit, un biologiste s'intéresse à l'évolution de la population d'une espèce animale sur une île du Pacifique. Au début de l'année 2020, cette population comptait 600 individus. On considère que l'espèce sera menacée d'extinction sur cette île si sa population devient inférieure ou égale à 20 individus. Le biologiste modélise le nombre d'individus par la suite UN, définie par, donc U0 vaut 0,6, et donc on a une formule pour calculer UN plus 1 à partir de UN. Pour tout entier n, UN donc, désigne le nombre d'individus en milliers au début de l'année 2020 plus n. Première question, estimer selon ce modèle le nombre d'individus présents sur l'île au début de l'année 2021 puis au début de l'année 2022. Donc, naturellement, quand on est dans une première question sur un exercice sur des suites numériques, eh bien, très souvent, on nous demande de calculer les premiers termes de la suite numérique. Donc ça, c'est un premier indice. Mais maintenant, comme on nous demande le nombre d'individus présents sur l'île au début de l'année 2021 puis au début de l'année 2022, eh bien, on essaie de se référer aux notations. Et on voit, c'est la phrase qui est juste avant, on nous dit pour tout entier naturel n, UN désigne le nombre d'individus en milliers au début de l'année 2020 plus N, ce qui sous-entend que nous, on veut en 2021. Donc nous, on veut au début de l'année 2020 plus 1, puisque 2021, c'est 2020 plus 1. Donc ça veut dire qu'on veut U1, puisque N vaut 1 dans notre cas. Donc U1 va correspondre au nombre d'individus exprimés en milliers au début de l'année 2021. Donc en fait, on me demande de calculer U1. Et on me demande aussi le nombre d'individus au début de l'année 2022. Donc en fait, on va me demander U2, puisque U2 correspond au nombre d'individus en milliers au début de l'année 2020 plus 2, donc 2022. Donc en fait, je veux juste calculer U1 et U2 et les interpréter, ces deux valeurs, dans le cadre de l'exercice. Je reprends donc ma formule de récurrence. Ici, j'ai U0 qui vaut 0,6. Alors là, ça, c'est tout à fait normal, cohérent en tout cas, puisque on a dit qu'au début de l'année 2020, eh bien, il y avait 600 individus. Donc, 600, ça fait combien de milliers? Ça fait 0,6 milliers. Pour repasser donc des milliers en individus, en nombre d'individus entiers, eh bien, il suffit de multiplier par 1000. Donc, 0,6 fois 1000, ça va nous donner 600 individus, donc tout ça c'est cohérent. Donc pour calculer U1, il faut utiliser la formule de récurrence pour notre suite, puisque c'est la formule qui nous permet de calculer pour une année, pour un rang n plus 1, à partir du rang juste avant, ce qui sous-entend que pour calculer le nombre d'individus qu'il y a en année 2021, il faut que j'utilise le nombre d'individus de l'année précédente, c'est-à-dire en 2020. Donc en fait, UN plus 1 c'est U1, et le UN qui est là, ça va être U0 l'année d'avant. Donc ça nous donne 0,75 fois U0 facteur de 1 moins 0,15 U0. Et donc si on remplace, ça nous donne 0,75 fois 0,6 fois 1 moins 0,15 fois 0,6. Donc U1 est égal à 0,4095. J'ai effectué mon calcul. Donc le nombre d'individus au début de l'année 2021 est, donc il faut que je multiplie cela par 1000, puisque c'est 0,4095 milliers. Si je multiplie par 1000, ça va me donner 409,5. Donc moi, je vais arrondir, puisque je ne peux pas avoir 409,5 individus, je vais arrondir à 410 individus. 410 individus. Ensuite, on a dit qu'il fallait que je calcule U2. Donc pour U2, je vais démarrer de la même manière, c'est-à-dire que j'utilise cette formule de récurrence qui me dit que pour calculer U2, il faut que j'utilise l'année d'avant, c'est-à-dire U1. Donc finalement, pour calculer U2, je vais faire 0,75 fois U1 fois 1 moins 0,15 fois U1. U1,
je remplace par ce que j'ai trouvé avant. Alors, on va reprendre la valeur exacte. Je sais qu'après, on avait arrondi quand on interprétait, mais nous, on va reprendre notre valeur exacte. Donc, ça donne 0,75 multiplié par 0,4095 multiplié par 1 moins 0,15 fois 0,4095. On effectue ce calcul. Donc si on fait ce calcul, on trouve ce résultat. Donc là, il est hors de question de mettre tous les chiffres. On va arrondir directement, vu ce qu'on veut en faire. On veut juste une interprétation. Donc on va arrondir à 3 chiffres après la virgule, puisqu'on sait que ce sont des milliers. Donc après, j'ai l'intention de multiplier par 1000 et d'arrondir à l'unité. Donc, ça fait 0,288. J'observe que le chiffre d'après, c'est un 2. Donc je laisse 0,288. Donc, quand on rédige, U2 est environ égal à 0,288. Nous, ce qu'on nous demandait, c'était en filigrane, c'était U2, mais on nous demandait surtout un nombre d'individus. Donc, le nombre d'individus au début de l'année 2022 est 288 individus. Voilà pour cette première question. On passe à la suite. Juste après, on nous dit soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0,1 par, on nous donne l'expression. Question 2, montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0,1 et dresser son tableau de variation. Donc, qui dit trouver les variations d'une fonction, dit en fait devoir dériver ici très certainement cette fonction pour trouver le signe de la dérivée de cette fonction. Donc, dans un premier temps, il va falloir que je dérive cette fonction. Alors, il y a plusieurs manières de faire. La plus simple, c'est peut-être de repérer que cette fonction est une fonction polynomiale et que je peux avoir une expression développée. Celui-là, le souci qui peut se présenter, qui n'est pas vraiment un souci, c'est que quand on veut dériver, normalement, on recherche l'opération principale là-dedans. Donc ici, on va placer une multiplication là. Alors, en réalité, il y en a une autre ici, mais vous savez qu'on peut prendre tout ça d'un bloc, c'est pas dérangeant, 0,75x. Donc finalement, on peut voir ça comme le produit d'une fonction u avec une fonction v. Et on va pouvoir dériver avec la formule de u fois v. Mais on peut peut-être s'arranger pour que l'opération principale ne soit plus une multiplication et que du coup, on n'ait plus cette formule de u fois v à utiliser. Ici, c'est relativement simple puisque vous voyez, on peut développer. Ça va nous donner 0,75x puisqu'on a 0,75x fois 1. Et ensuite, on va avoir 0,75 fois moins 0,15x, et ça va nous donner du coup moins 0,1125x au carré, x fois x. Donc, une fois qu'on a f qui est écrite sous cette expression-là, l'opération principale devient donc une soustraction puisqu'on a la forme développée ici. Et donc, pour dériver cela, on n'a plus besoin de formules très compliquées. On va dériver terme à terme. Donc, pour tout x appartenant à 0,1, eh bien, tout simplement, f' de x va être égal à, je dérive 0,75x, ça me donne donc l'opération, je redétaille tout, mais l'opération dans 0,75x, c'est une multiplication, sauf qu'il n'y a pas la variable dans le facteur de gauche. Quand vous avez une multiplication entre un nombre et une fonction, on est donc avec la formule de dérivation de k fois u, k étant le nombre et u la fonction avec la variable x. Et bien quand on dérive, finalement, ça donne simplement k fois la dérivée de la fonction u. Donc en fait, la constante ici a été recopiée et on va simplement dériver la fonction qui contient la variable x. Donc je me retrouve avec 0,75 multiplié par donc la dérivée de x qui vaut 1. Et ensuite, j'ai donc moins. Et ici, opération principale dans ce terme ici, c'est la multiplication, sauf que le facteur de gauche ne contient pas la variable x. On est donc encore une fois dans cette configuration-là. Donc je recopie ma constante, 0,1125. Et je multiplie par la dérivée d'x au carré, qui n'est autre que 2x. J'ai donc une dérivée qui va être égale à
0,75 moins, donc 0,1125 fois 2, ça fait 0,225 fois x. Voilà. La dérivée est donc finalement une fonction affine. Alors, on s'y attendait tout simplement puisqu'on vient de dériver une fonction polynomiale de degré 2. Donc, la dérivée est toujours une fonction affine. Il nous reste donc à trouver le signe de cette fonction affine puisque le signe de la dérivée nous permet de trouver les variations de f. Voilà, j'ai préparé mon petit tableau de variation avec au milieu ici le signe de la dérivée. Donc j'ai mis signe de 0,75 moins 0,225x. Donc c'est mon expression de ma dérivée. Donc en fait c'est le signe de f' de x. Quand j'ai ici une fonction affine, donc ça vous avez l'habitude, hein, pour étudier le signe, eh bien, il va falloir trouver quand est-ce que cette fonction affine vaut 0, quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative. Donc je vais me lancer dans une résolution d'inéquation. Je vais me poser sur R la question, eh bien, quand est-ce que 0,75 moins 0,225x est strictement positif? Eh bien, cette inéquation est équivalente à 0,75 plus grand que 0,225x et c'est donc équivalent à 0,75 sur 0,225. Je viens de diviser par un nombre positif, je ne change donc pas le sens de mon inégalité, donc est supérieur à x. Alors, que vaut 0,75 divisé par 0,225? Eh bien, ça vaut 10 tiers. Donc, finalement, c'est équivalent à dire que x est plus petit que 10 tiers. Alors, la question qu'on se pose, c'est, on a trouvé que la dérivée serait strictement positive quand x serait plus petit que 10 tiers. Ici, x, est-ce qu'il est plus petit que 10 tiers? Eh bien, 10 tiers, ça vaut à peu près 3,33. Donc, effectivement, là, dans notre tableau, on est entre 0 et 1. Donc finalement, x est toujours dans cette configuration-là, c'est toujours entre 3,33, puisque 3,33, il n'est pas entre 0 et 1, il est plutôt à droite de 1. Donc nous, on va voir que des valeurs de x qui sont plus petites que 10 tiers. Et bien pour toutes les valeurs de x plus petites que 10 tiers, le calcul 0,75 moins 0,225x strictement plus grand que 0, enfin, plutôt ce calcul-là est toujours strictement plus grand que 0. Donc, ça veut dire que nous, pour toutes nos valeurs de x entre 0 et 1, le résultat de la dérivée sera toujours strictement positif. On a donc une fonction f qui est strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Donc là, j'ai déterminé les variations de f, mais on me demandait explicitement le tableau de variation de la fonction f. Je vais donc rajouter ici la valeur des images, l'image de 0 et l'image de 1. Donc pour l'image de 0, je reprends l'expression de f de x, l'expression f de x, pardon. Pas la dérivée, hein, c'est bien la fonction f. Ici, on est dans la ligne concernant f. Donc l'image de 0, ça va me donner, je vais prendre la première expression que j'ai là, 0,75 fois, donc x est remplacé par 0, multiplié par 1 moins 0,15 fois 0. Donc, eh bien, ça va nous donner, donc 0,75 fois 0 fois encore autre chose, de toute façon, ça va nous donner 0. Je peux compléter. Et maintenant, je vais calculer f de 1. f de 1, ça nous donne 0,75 multiplié par 1, multiplié par 1 moins 0,15 fois 1. On obtient donc 0,75 fois 1, eh bien, ça fait 0,75, multiplié par, eh bien, 1 moins 0,15 fois 1, alors 0,15 fois 1, ça fait 0,15, donc 1 moins 0,15, je me retrouve avec 0,85. Ce qui nous donne 0,6375, c'est-à-dire 51 sur 80. Donc, à vous de voir, hein, donc on peut l'écrire, vu que c'est une valeur exacte, on peut l'écrire de manière décimale ou sinon sous forme fractionnaire, comme vous le souhaitez. Ça nous donne cette valeur-là pour f de 1.
On passe à la question 3. Dans la question 3, on nous dit résoudre dans l'intervalle 0,1 l'équation f de x égale x. Alors, dans l'intervalle 0,1, dire que f de x égale x, c'est équivalent à dire que, alors f de x, on va le remplacer par son expression, donc c'est équivalent à dire que 0,75x multiplié par 1 moins 0,15 x est égal à x. Alors, du coup, ça nous donne que 0,75x fois 1, donc 0,75x, et ensuite 0,75 fois 0, fois moins 0,15x, ça va nous donner moins 0,1125 x au carré, donc ce calcul on avait déjà fait tout à l'heure avant de dériver, hein, et donc égale x. C'est équivalent à, donc là je me retrouve avec une équation qui va être du second degré, hein, puisque je repère qu'il y a des x au carré, et rien d'autre. Donc ça va être du second degré. Bon, pour résoudre une équation du second degré, de toute façon, je n'ai pas 40 méthodes possibles. Il va falloir que j'obtienne 0 dans l'un des membres. Donc, je vais ici essayer d'obtenir 0, par exemple, dans le membre de gauche, pourquoi pas. Donc, dans ce cas-là, je vais avoir x ici, moins 0,75x, et plus 0,1125 x au carré. Je préfère passer tout dans le membre de droite. C'est personnel, hein, c'est que là vous voyez le coefficient devant x au carré était négatif. En ayant tout dans le membre de droite, eh bien le coefficient est positif. Voilà, c'est des petites préférences personnelles. Donc ça me donne, si je réordonne un petit peu tout ça, donc je vais placer mes x au carré en première place, donc ça donne 0,1125 x au carré. Et pour les x, là il y en a 1 et là il y en a moins 0,75. Donc en tout, il y a 0,25 x. Là, j'ai deux possibilités. Je suis face à une équation du second degré. Donc, je pourrais chercher quand est-ce que ce polynôme vaut 0 en utilisant la méthode du discriminant avec delta qui vaut b au carré moins 4ac. Dans ce cas-là, je vous conseille de bien organiser votre polynôme pour bien que ça commence par les x au carré, qu'ensuite il y ait les x, et ensuite du coup il y a le terme constant mais qui ici vaut 0. Parce qu'attention, de temps en temps, vos x au carré sont en deuxième position. Vous n'avez pas réordonné. Et après, vous vous trompez sur qui est A, qui est B. Donc, faites bien attention à ça. Sinon, je peux aussi repérer que lorsque C vaut 0, eh bien, je ne suis pas obligé de passer par le discriminant, puisqu'en fait, je peux factoriser facilement. Je peux factoriser, par exemple, par x. Donc, ça me donne x facteur de 0,1125 x, donc j'ai pris x à x au carré, plus 0,25. J'ai pris x à 0,25x. Et là, je suis face à une équation produit qui doit être, j'ai un produit en fait qui doit être égal à 0. Donc, ça veut dire que c'est équivalent à dire que soit x est égal à 0 ou ce facteur-là doit être égal à 0. Donc, 0,1125 x plus 0,25 égale 0. Alors là-dedans, il y a une équation qui est déjà résolue, c'est celle-là, que x égale 0, mais je suis obligé de la recopier pour qu'il y ait autant d'informations sur chacune de mes lignes pour que je puisse garder l'équivalence ici. Ou, eh bien ici maintenant, il faut que j'isole x, donc 0,1125 x égale moins 0,25, ce qui est équivalent à dire que x égale 0 ou que x est égal à moins 0,25 sur 0,1125. Alors, ici, petite critique sur mon résultat. Eh bien, vous voyez qu'ici, j'ai un résultat déjà qui est négatif. Donc, ça vaut environ moins 2,22222, c'est-à-dire, si on met en fraction, ça fait moins 29e. Quoi qu'il en soit, ce résultat est négatif
Donc, comme j'essaie de résoudre sur l'intervalle 0,1, eh bien ce résultat pour moi est impossible dans l'intervalle 0,1. Donc finalement, dans l'intervalle 0,1, l'équation f de x égale x a une seule solution qui est 0. Donc sur 0,1, f de x égale x, l'équation de départ, a comme unique solution 0. Alors encore une fois, vous auriez trouvé ces deux valeurs-là si vous étiez passé par le discriminant avec delta. Donc je le rappelle, les différentes écritures pour ce nombre-là, il s'écrit aussi 29e, donc vous pourriez vérifier, moins 29e, donc moins 2,2222, donc voilà, pour vérifier vos résultats si vous êtes passé par le discriminant. Voilà, donc de toute façon, vous auriez eu les mêmes valeurs et vous auriez dû exclure à nouveau celle-là pour avoir uniquement 0. Alors, ensuite, on remarquera pour la suite de l'exercice que pour tout entier naturel n, un plus 1 est égal à f de un. Effectivement, regardez, f de un, si je reprends f de x, sauf qu'à la place de x, je mets un, j'obtiens 0,75 un, donc c'est le début de un plus 1, fois 1 moins 0,15 un, si je mets un à la place de x, donc 1 moins 0,15 un. Donc vous voyez en fait, f de x, si je remplace x par un, donc je fais f de un, j'obtiens ça. Donc f de un est bien égal à un plus 1. Donc voilà ce qu'on peut remarquer, donc on vous le met ici sur papier. Question 4a, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, eh bien, vous avez 0 qui est plus petit que n plus 1, qui est plus petit que n, qui est plus petit que 1. C'est parti. Donc, je vais montrer par récurrence que la propriété Pn que je définis comme ça, entre guillemets, eh bien cette propriété est vraie pour tout n appartenant à grand N. Des propriétés Pn, il y en a une infinité. Il y a la propriété P0, où tous les n sont remplacés par des 0. Il y a la propriété P1, où tous les n sont remplacés par des 1. Il y a P2, tous les n sont remplacés par des 2, etc. Donc, à chaque fois que je prends un nouveau n, j'ai une nouvelle propriété. Et donc, je veux vérifier que cette propriété, ici, est vraie pour tout n appartenant à grand N. Donc, on commence par l'initialisation. Donc, mon initialisation, ça va être de vérifier que la propriété est vraie pour le tout premier n pour lequel je veux vérifier cette propriété. Donc ici, c'est pour n appartenant à l'ensemble des entiers naturels. Donc le tout premier n, c'est 0. Donc en fait, je veux vérifier P0. C'est bien de se l'écrire ici. Donc P0, c'est quoi? Bien, il faudrait qu'on ait 0 plus petit que U de 0 plus 1, donc U de 1 en fait. Plus petit que U de 0, plus petit que 1. Donc voilà ce qu'il faut que je vérifie. Donc pour cela, j'ai besoin de connaître U0 et j'ai besoin de connaître U1. Donc ce sont deux valeurs qu'on connaît déjà. U0 est égal à 0,6 et U1, eh bien U1 c'était une valeur qu'on avait calculée au tout début de l'exercice et on avait trouvé 0,4095. Donc, est-ce qu'on est bien dans l'ordre indiqué ici? Eh bien oui, U1 qui vaut 0,4095, c'est bien plus petit que U0. U1, lui, il est bien plus grand que 0 puisqu'il est positif. Et U0, lui, qui se trouve ici, il est bien plus petit que 1 puisqu'il vaut 0,6. Donc on peut conclure que, ou plutôt on va dire, or, eh bien, on a que 0 est plus petit que 0,4095, qui est lui-même plus petit que 0,6, qui est lui-même plus petit que 1. Donc finalement, on vient de prouver que U1 était plus petit que U0, que U0 était plus petit que 1 et que U1 était plus grand que 0. Donc finalement, on a vérifié que la propriété était vraie au rang 0, donc P0 est vrai. On a donc initialisé notre raisonnement par récurrence. Maintenant, on va passer à l'hérédité. Alors, montrer que la propriété est héréditaire, ça veut dire que si une génération, si un rang n
si à un rang n, la propriété est vraie, eh bien, ça veut dire que ça va entraîner obligatoirement qu'elle est toujours vraie au rang suivant, donc au rang n plus 1. Donc, pour démontrer ça, on suppose que la propriété Pn, que j'ai remarqué ici, est vraie pour un entier naturel n quelconque. Hein. On n'a pas mis pour tout entier n quelconque. On a dit que, voilà, on suppose qu'il y en a un pour lequel c'est vrai. Et bien, dans ce cas-là, on va vérifier, montrons que Pn plus 1, c'est-à-dire la propriété au rang d'après, puisque là on est au rang n, maintenant on va faire au rang n plus 1, est encore vrai. Alors là, j'ai essayé de laisser de l'espace pour écrire la propriété. La propriété Pn, c'était celle-là. Donc la propriété Pn plus 1, tous les n sont remplacés par des n plus 1. Ça nous donne donc 0 plus petit que. Donc là, le n qui est là va être remplacé par n plus 1. Donc ça va faire u. Et donc, je vais avoir n plus 1 à la place de n, mais il y a quand même le plus 1 à côté. Donc, ça fait n plus 1 plus 1. Donc, ça fait en fait n plus 2. Plus petit que un, si je remplace n par n plus 1, j'obtiens donc un plus 1 plus petit que 1. Donc, il faut que j'arrive à montrer que si jamais j'ai cette inégalité, je vais avoir celle-là. Donc, c'est parti. Je pars de ce que je sais être vrai, ce que j'ai supposé être vrai, eh bien, c'est que 0 est plus petit qu'un plus 1, qui est plus petit qu'un, qui est lui-même plus petit que 1. Alors là, souvent, dans ce genre d'exercice, avec ces récurrences-là, quand la suite est définie par une formule elle-même de récurrence, je vous la rappelle, la formule de récurrence, c'est la formule qui est donnée au début de l'exercice, c'est que un plus 1 est égal à 0,75 un fois 1 moins 0,15 un. Vous pouvez être amené des fois, quand on est dans ce genre d'exercice, à reconstruire cette formule-là pour transformer un plus 1 en un plus 2 et pour transformer un en un plus 1. Donc en disant, je vais commencer, là j'ai un, donc je vais commencer par tout multiplier par 0,75 pour refabriquer ça. Mais dans un exercice comme ça, eh bien c'est toujours un petit peu délicat dès que le un apparaît plusieurs fois dans la formule de récurrence. Dans ce cas-là, eh bien, il y a un raccourci qui permet de tout reconstruire d'un coup. Et ici, le raccourci, c'est quoi? C'est la fonction f. C'est-à-dire qu'en fait, on peut appliquer une fonction à tous les membres d'une inégalité, mais à partir du moment où c'est si la fonction était strictement croissante ou si elle était strictement décroissante, parce que c'est ça qui va faire qu'on va changer les sens ou non. Ici, je vais choisir d'appliquer la fonction f. Je vais donc obtenir f de 0, f de un plus 1, je l'applique à tout le monde, f de un et f de 1. J'applique à tout le monde une fonction f. Cette fonction f, qu'est-ce qu'elle me permet de faire? Eh bien, en fait, je sais que f de un, on me l'a fait remarquer dans l'énoncé, c'est un plus 1 en fait. F de un plus 1 devient donc automatiquement un plus 2. Donc là, en fait, ce qui est pas mal, c'est que je vais refabriquer directement un plus 2, un plus 1 qui sont dans la réponse que je veux à la fin. Maintenant, ici, est-ce que je dois changer les sens ou pas? Eh bien ça dépend de la fonction f que j'ai appliquée, si elle est strictement croissante ou strictement décroissante. Si elle est strictement croissante, je conserve l'ordre, puisque des antécédents ont le même ordre que leurs images. Soit elle est décroissante, auquel cas c'est inversé, donc dans ce cas-là, il faudrait que je change le sens de toutes mes inégalités. La fonction f, je regarde ce que j'ai dit dans la question 2, j'ai dit qu'elle était strictement croissante sur 0,1. Donc là, on l'applique bien à des nombres qui sont entre 0 et 1. Donc ça veut dire que mes nombres vont être rangés dans le même ordre que leurs images. Donc ça veut dire que finalement, je conserve le sens et je précise bien car f est strictement croissante sur 0,1. Sur 0,1. Voilà, je l'ai bien appliqué sur des nombres entre 0 et 1. À partir de là, eh bien, ici, f de 0, on l'avait calculé, vous l'avez dans votre tableau de variation qu'on a écrit plus haut, donc ça valait 0. f de un plus 1, eh bien, c'est donc un plus 1 à qui j'ai appliqué toutes les transformations qui me permettent d'arriver au rang d'après, c'est-à-dire à un plus 2. f de un, c'est un à qui j'ai appliqué toutes les transformations pour arriver au rang d'après, j'ai donc un plus 1. Et f de 1, eh bien, c'est pareil. Vous retournez voir dans le tableau de variation, on avait trouvé 0,6375. Alors, est-ce qu'on est arrivé à prouver ce qu'on voulait? Nous, on voulait cette inégalité. Eh bien, presque.
Et en réalité, on l'a, puisque ce nombre-là, lui, il est bien inférieur ou égal à 1. Donc finalement, j'ai prouvé mieux que ce que je voulais. Je voulais prouver que c'était plus petit que 1. J'ai réussi à prouver que c'était même plus petit que 0,6375. Donc finalement, j'ai que 0 est plus petit que un plus 2, qui est plus petit que un plus 1. Et donc, je peux sauter celui-là pour arriver directement à qui est plus petit que 1. Donc, finalement, ici, je suis parti de Pn, que j'avais supposé vrai. Donc, si ça, c'est vrai, eh bien, j'en ai déduit qu'obligatoirement, Pn plus 1 allait être aussi vrai. Donc, finalement, j'ai démontré que, eh bien, Pn, la propriété Pn, entraînerait la propriété Pn plus 1. À partir de là, je peux conclure mon raisonnement par récurrence. Donc, conclusion, eh bien, tout simplement, je vais dire que pour tout n appartenant à grand N, j'ai réussi à prouver que Pn était toujours vrai, c'est-à-dire qu'en fait, 0 serait toujours plus petit que un plus 1. Alors, je décale, vous ne voyez pas, plus petit que un, qui serait lui-même plus petit que 1. Et donc, j'ai fini mon raisonnement par récurrence. Ensuite, question 4b, en déduire que la suite U est convergente. Alors, dans la question 4a, on a trouvé que pour tout n appartenant à grand N, on avait ces choses qui étaient rangées dans cet ordre-là. En quoi je peux dire que la suite U est convergente? Déjà, il y a plusieurs choses dans cette inégalité ici, il y a plusieurs informations. La première, la plus flagrante, c'est que un plus 1 est toujours plus petit que un. Donc ça, c'est la définition d'une suite décroissante. Donc finalement, je peux conclure de cela. Donc, je vais dire donc, pour tout n appartenant à grand N, je peux observer que un plus 1, donc j'extrais simplement l'information qui m'intéresse dans un premier temps, c'est que cette partie-là. Donc je l'extrais pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 est plus petit que un, et donc la suite U est décroissante. Deuxième information que je peux extraire et qui va m'intéresser, donc ça, c'était ma première information. C'était cette partie-là. Deuxième information qui va m'intéresser, c'est que cette suite, elle est décroissante, mais mieux que ça, tous mes termes, tous mes un, et mes un plus 1, et donc mes un plus 2, etc., eh bien, sont supérieurs à 0. Donc, on va dire 2 plus pour tout n appartenant à grand N, eh bien, un est supérieur ou égal à 0. Donc finalement, ça veut dire que la suite U est minorée par 0. Et là, on arrive sur un théorème. Alors, j'entoure pour qu'il y ait les petits codes couleurs. On arrive sur un théorème de Lecourt qui dit que lorsqu'on a une suite qui est décroissante et qu'elle est minorée par un nombre réel, eh bien, cette suite va obligatoirement être convergente et qu'elle va converger vers un nombre réel qui est supérieur ou égal, du coup, au minorant, donc qui est supérieur ou égal à 0. Ce théorème, il existe de deux sortes. Soit il dit ma suite est décroissante et minorée par 0, donc elle va converger vers un nombre qui est plus grand que 0. Soit il y a son petit frère qui dit ma suite est croissante, mais par contre elle est majorée par un nombre. Et dans ce cas-là, elle va converger vers un nombre qui est en dessous de ce fameux majorant. Donc ici, on peut conclure que donc U est décroissante et minorée. Décroissante et minorée, voilà, on peut même dire par 0. Donc, je peux en déduire que U converge. Je peux même conclure une petite chose quant à sa limite vers un réel petit L comme limite, qui va être supérieur ou égal à 0. Puisque ma suite étant toujours positive, elle ne peut pas tendre vers un nombre négatif.
Voilà. Ce nombre réel, L, qui est plus grand que 0, je peux également dire qu'il est plus petit que 1, puisque tous mes termes de ma suite étant en dessous de 1, eh bien en réalité, petit l ne peut pas être au-dessus de 1. Mais bon, ça suffit pour cette question-là. Dans la question C, on me demande de déterminer ce fameux nombre L, donc la limite petit l de la suite U. Donc on va s'en sortir à l'aide de la formule de récurrence pour la suite U. Donc on sait que pour tout n appartenant à grand N, Un plus 1 est égal à f de Un. Oui, je vous rappelle que f de Un n'est rien d'autre que 0,75 fois Un. C'est-à-dire je reprends f de x en remplaçant les x par des Un. Donc fois 1 moins 0,15 Un. Ça, c'est votre formule de début d'exercice quand on vous a parlé pour la première fois de la suite U. Donc finalement, Un plus 1 est égal à f de Un. Donc, si je passe cette inégalité à la limite, eh bien, je peux dire que la limite de Un plus 1, quand n tend vers plus l'infini, est égale à la limite de f de Un lorsque n tend vers plus l'infini. Mais, je sais que ma suite, donc ici, bon, là, il n'y a rien à dire. La limite, quand n tend vers plus infini de la suite Un plus 1, du terme Un plus 1, c'est tout simplement la limite de la suite U. La suite U, on vient de dire qu'elle tendait vers L. Donc finalement, Un plus 1, les termes Un plus 1, quand n grandit, eh bien, il se rapproche de L. Donc, ça veut dire que L est égal à... Et ici, on a la limite de f de Un. Eh bien, en fait, c'est tout simplement... il va falloir calculer la limite de Un et prendre son image par f. Donc faire en fait f de la limite de Un quand n tend vers plus l'infini. Ce qui me permet d'intervertir f et la limite, eh bien c'est car f en fait est une fonction continue. Donc c'est la définition d'une fonction continue en un nombre. C'est que quand on se rapproche de ce nombre, eh bien en fait les images se rapprochent de l'image de ce nombre. Donc f est continu, donc car f est continu sur 0,1. Et donc qu'on sait que la limite de Un c'est petit l, qui est compris sur 0,1. Donc finalement, L doit être égal à f de L. Du coup, je vais chercher quand est-ce que L égale f de L. Mais ça, c'est une équation que vous avez déjà résolue dans l'exercice, puisque vous avez déjà résolu x égale f de x, ou f de x égale x, ce qui revient exactement au même. Et on l'a résolu sur 0,1. Donc notre petit L, on sait qu'il est sur 0,1. On a résolu déjà cette équation, donc ici qu'on appelle l'inconnu x ou l'inconnu L, ça donne quand même les mêmes solutions. Donc cette équation, on avait trouvé qu'il y avait 0 comme solution, comme unique solution sur 0,1. Donc on sait que petit l, eh bien c'est obligatoirement 0, puisque petit l appartient à 0,1. Donc on va dire, or, petit l appartient à 0,1. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vous rappelle que la suite U était bornée entre 0 et 1, ce qui voulait dire qu'elle convergeait vers un nombre qui était compris entre 0 et 1. Donc je sais déjà qu'elle appartient à 0,1. Donc, L est égale à 0. Donc finalement, eh bien, la suite U converge vers 0. Alors, pour ceux qui n'ont pas très bien compris ce passage-là, ici, vous pouvez écrire Un plus 1, ce que ça donne. Donc, ça nous donne, on part de l'écriture sans parler de la fonction f. Et ensuite, vous pouvez dire par passage à la limite. C'est-à-dire qu'on va regarder comment se comporte cette égalité lorsque n tend vers plus l'infini. Eh bien, Un plus 1, lui, il tend vers la fameuse limite de la suite L. 0,75 Un fois 1 moins 0,15 fois Un. Eh bien, c'est pareil, les UN, ils tendent vers leur limite L. Alors, ce qui permet de faire le passage à la limite, c'est parce que ici, je n'ai appliqué à UN qu'une fonction, c'est la fonction f qui est continue. Voilà.
Maintenant, si vraiment c'est une notion qui vous est complètement obscure, comprenez au moins ça, que c'est votre écriture ici qui est par passage à la limite qui va donner cette égalité sur L, ce qui revient bien à écrire L égale, et ici en fait c'est f de x où les x ont été remplacés par L. Donc f égale f de L. Voilà ce qu'on écrivait rigoureusement avec ce que il y avait sur le tableau d'avant, limite de un plus 1 égale limite de f de un, et en parlant de la continuité de la fonction f. Pour expliquer que ce passage de là à là, on a le droit de le faire, en fait, il faut expliquer que les opérations qui sont inscrites ici, eh bien, forment une fonction continue. Voilà. On passe à la suite. Dans la question 5, on nous dit le biologiste a l'intuition que l'espèce sera tôt ou tard menacée d'extinction. En petit a, on vous dit justifier que selon ce modèle, le biologiste a raison. Alors ça va pas être bien compliqué, puisqu'on vient de prouver à la question 4c que la limite, c'était 0, ce qui veut dire que UN, qui représentait le nombre d'individus, eh bien, ce nombre d'individus tend vers 0, et donc, qui dit tendre vers 0, ça veut dire qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus d'individus, et donc que l'espèce sera menacée d'extinction. Donc, on va rediriger ça. Donc, d'après la question 4c, la limite de UN est égale à 0, donc d'après ce modèle, eh bien, l'espèce est effectivement menacée, le biologiste a raison. Ça nous amène à la dernière question, la 5b. On nous dit le biologiste a programmé en langage Python la menace, enfin la fonction menace, ci-dessous. Donnez la valeur numérique renvoyée lorsqu'on appelle la fonction menace. Interprétez ce résultat dans le contexte de l'exercice. Alors déjà, quand on a une fonction Python avec un algorithme Python, donc on regarde def, donc là on a le nom de la fonction. Alors là il manque 2 points, hein, bon c'est pas bien grave. Ensuite là on repère u égale 0,6 et n égale 0. Donc ça on repère que ce sont des valeurs qu'on nous a déjà données dans l'exercice. Hein. Ici u0 c'était 0,6. Donc en fait on reconnaît les noms de l'exercice. U égale 0,6, donc c'est en fait visiblement la première valeur de U. C'est celle qui correspond à U0, et donc à N, on a associé la valeur 0. Donc, vous voyez, en fait, on peut lire U0, c'est 0,6. Ensuite, pour savoir quand est-ce qu'un algorithme s'arrête, puisqu'on nous demande la valeur numérique renvoyée lorsqu'on appelle la fonction, il faut que vous alliez voir dans le tant que, dans le while, puisque en fait, l'algorithme continue à tourner, tant que on a cette condition-là. Donc, tant que U est plus grand que 0,02, l'algorithme continue à tourner. Donc, en fait, l'algorithme, déjà, il va s'arrêter lorsque U sera plus petit que 0,02. Il ne refera pas la boucle. Dans cette boucle, qu'est-ce qu'on voit? On repère qu'ici, il y a 0,75 fois U fois 1 moins 0,15 fois U. Donc là, on repère la formule de la suite U qui nous donne le terme suivant. Donc en fait, dans cette boucle, on va calculer à chaque fois le terme suivant à partir du terme précédent. À n, on va simplement rajouter 1 à l'ancien n. Donc en fait, on a le u qui va évoluer, donc qui va prendre à chaque fois la valeur du terme suivant dans la suite. Et on a le n qui va évoluer de 1 en 1, donc qui va à chaque fois prendre le rang associé au terme qu'on est en train de calculer. Donc ce qu'on veut retourner, c'est n. Donc déjà, c'est un rang qu'on va nous renvoyer. Donc c'est un rang, c'est le premier rang à partir duquel, eh bien, u sera plus grand ou plus petit que 0,02, puisqu'on continue tant que U est plus grand que 0,02. On s'arrêtera donc la première fois que U est plus petit que 0,02. Donc, la valeur renvoyée par la fonction menace est le premier rang n pour lequel UN sera plus petit que 0,02. Donc, comment savoir quand est-ce qu'on va avoir ce rang? Eh bien, on prend sa calculatrice, on la met en mode suite. Alors moi, c'est déjà le cas. Vous voyez ici, c'est déjà en mode suite. Ensuite, on va pour tracer la suite. Alors, je vais effacer. Donc, ma suite, elle démarre à U0. U0 vaut 0,6. U1, je n'ai pas besoin de l'indiquer parce que de toute façon, la formule que je vais donner ici, eh bien, va être suffisante. Alors, je vais même mettre que ma suite est en type n plus 1. Donc, en fait, on veut calculer UN plus 1. Donc, voilà. Donc, je vais donner la formule de UN plus 1. C'est 0,75 fois UN. Donc, UN, c'est ici. U, entre parenthèses, N. Voilà. Multiplié par 1 moins 0,15 fois, à nouveau, UN. Donc, U, entre parenthèses, N.
Voilà. Je ferme la parenthèse et je vais dans table. Et ça y est, donc vous voyez, j'ai les valeurs de ma suite. Donc U0 vaut bien 0,6, U1 vaut bien 0,4095, hein, ça c'est ce qu'on avait trouvé dans les premières questions. Et donc on cherche quand est-ce que pour la première fois, eh bien on passe en dessous de 0,02. Donc on descend, là on n'est toujours pas, toujours pas, toujours pas, toujours pas. Là vous voyez, on est encore au-dessus de 0,02. Par contre au terme U11, eh bien on vient de passer pour la première fois en dessous de 0,02. Donc l'algorithme, lui, c'est à partir, quand n vaut 11, eh bien il ne recommencera pas la boucle puisque le U est plus petit que 0,02. Il s'arrête donc et donc il nous retourne n. Et dans n, ce qui est à ce moment-là, eh bien c'est 11. Donc finalement, l'algorithme renvoie la valeur 11. Ou plutôt la fonction menace. La fonction menace renvoie 11. Et donc, pour interpréter dans le cadre de l'exercice, eh bien, ça veut dire que c'est au bout de 11 années que, donc c'est-à-dire au début de l'année 2020 plus 11, donc 2031, qu'il y aura moins de 20 individus, puisque 0,02 en milliers, ça fait en fait 20 individus. Donc la fonction menace renvoie 11, donc c'est au début de l'année 2000, alors j'ai mis 11 mais c'est pas 2011, c'est 2020 plus 11, donc c'est 2031, qu'il y aura pour la première fois moins de 20 individus. Pourquoi 20 individus? Eh bien parce que c'est la première fois qu'UN est en dessous de 0,02, donc 0,02 je le multiplie par 1000 puisque UN ce sont des milliers, donc si je multiplie par 1000 ça me donne 20. Donc en fait on parle de 20 individus. Voilà, on a terminé. J'espère que vous avez tout bien compris. N'hésitez pas à aller voir les différents petits points qui ont posé problème dans d'autres vidéos. Et comme ça, vous pourrez vous améliorer. À bientôt!